Étienne Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Bonjour les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Premier épisode de la saison, premier épisode de l'année sur l'ambition au féminin. Je suis super contente de vous avoir ici avec moi, de retour sur le podcast. Alors aujourd'hui, j'ai un sujet quand même chaud à l'honneur et je vais vous expliquer pourquoi c'est un sujet chaud, parce que peut-être vous vous dites, mais voyons donc, tu sais, je veux dire, on parle pas comme de la guerre en Irak, mais c'est l'écriture au féminin, l'écriture inclusive ou la féminisation des termes. Et pourquoi je dis que c'est un sujet chaud? Parce que dans les derniers mois, j'ai eu beaucoup de discussions qui se sont terminées quand même parfois en discussions enflammées sur c'était quoi le bon usage pour féminiser les noms de métiers, les noms qui se finissent notamment en EUR comme entrepreneur, réviseur, auteur, comment noter le féminin sur ces termes-là de la façon correcte. Puis bon, je vais vous donner la réponse entre guillemets maintenant, c'est que les deux graphies, les deux termes sont acceptés, comme par exemple entrepreneur ou entrepreneuse. C'est vraiment à la discrétion de la personne qui écrit ou de la personne qui parle. Maintenant, ces discussions-là que j'avais avec les gens, bon, moi, pendant longtemps, au début, avec mon blog, j'utilisais l'ajout du « e », qui était « auteur-e »,« entrepreneur-e », jusqu'à ce qu'à un moment donné, il y a ma collaboratrice, Evelyne Thibault-Langto, qui a écrit un article sur est-ce qu'on dit entrepreneur ou entrepreneuse, et elle est venue avec des arguments qui m'ont quand même beaucoup convaincue de transférer à entrepreneuse pour dans le fond, que ce soit plus en alignement avec mes valeurs féministes. Et je pense que on a toutes nos raisons d'utiliser un terme ou l'autre, mais peut-être le petit rappel que je voudrais faire quand vous allez écouter l'entrevue puis que vous allez vous faire une idée à vous, c'est de se dire que dans le fond, oui, le langage évolue, mais il évolue par rapport à nos valeurs en tant que société et par rapport à nos cheminements aussi, par rapport à certaines causes sociales, dont la cause féministe. Donc, je vous laisse avec Sandrine Bourget-Lapointe, qui est venue nous parler de ce sujet-là selon sa propre expertise en écriture inclusive. Et pour une petite bio de Sandrine, c'est une des libraires fondatrices de la librairie féministe Le Guélion, ici à Montréal. Elle est formatrice en écriture inclusive depuis 5 ans. Elle a édité avec la revue Féminétudes, Le langage n'est pas neutre, un guide pratique de rédaction féministe pour les étudiants et co-réalisé une capsule vidéo sur l'écriture inclusive pour l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM. Elle donne des formations dans différents milieux artistiques, différents milieux, dont le milieu artistique, syndical, milieu de travail, militant, institutionnel. Elle détient aussi un baccalauréat en études littéraires avec une concentration en études féministes de l'UQAM et elle poursuit actuellement une formation en linguistique appliquée à l'UQAM aussi. Comme libraire, elle se spécialise notamment en bande dessinée et en littérature jeunesse qui aborde des enjeux féministes et LGBTQIA2S+. Donc, à vous de voir comment vous allez vous positionner par rapport au sujet de la féminisation des termes. Moi, personnellement, j'ai fait mon choix. Je me dis que c'est ma responsabilité en tant que femme, de faire avancer avec des petits gestes, avec le langage que j'utilise, la cause des femmes et aussi la cause, dans le fond, des femmes professionnelles, des femmes en emploi, des femmes à succès et de leur ambition. Et
dans le fond, je serais super intéressée à savoir où est-ce que vous en êtes dans votre cheminement et est-ce que c'est un si grand inconfort pour vous d'utiliser le terme « euse », entrepreneuse par exemple, et surtout pourquoi? Tu sais, pas juste me dire « Ah ben j'ai déjà fait mon choix, moi j'utilise entrepreneur parce que ça sonne mieux à mes oreilles », mais vraiment, est-ce que vous êtes juste arrêté à l'idée de savoir pourquoi? Parce que on s'entend, si vous voulez suivre le dictionnaire, c'est le « euse » qu'on devrait utiliser. Bref. Dernière petite annonce avant d'embarquer dans l'entrevue. Si vous avez le désir en 2020 de lancer un projet entrepreneurial, que ce soit en parallèle de votre emploi ou en parallèle de d'autres projets de vie que vous avez, il y a une checklist gratuite sur mon site dans laquelle je vous aide à passer à travers les grandes étapes pour vraiment booster le lancement de cette entreprise-là en vous respectant dans le processus, sachant que vous pouvez pas vous mettre 40 heures, 50 heures semaine sur votre entreprise. Comment faire avancer le projet? Comment pas s'éparpiller? Comment pas perdre le focus? Allez télécharger la checklist mtamarque.com/checklist. Et quand vous recevez la checklist, dans le fond, vous vous abonnez aussi à mon infolette, puis là, vous recevez des trucs, des motivations, des offres, etc. Et naturellement, les updates du podcast. Donc, parlant de ça, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Google Podcast, etc. Et je vous laisse sans plus attendre sur l'entrevue avec Sandrine. Et j'aimerais beaucoup savoir votre position par rapport à cette discussion-là dans les commentaires de cet épisode sur le site à mtamarque.com/10. Salut Sandrine, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Oui, merci. Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente qu'on parle du sujet de la féminisation des termes aujourd'hui, puis qu'on ait quelqu'un comme toi qui va venir nous éclairer un petit peu sur le sujet, parce que c'est quelque chose que je vois souvent dans des discussions entre femmes, justement, quand elles sont au stade où elles doivent définir leur carrière, où elles doivent se définir, surtout sur les réseaux sociaux, quand on doit trouver un titre professionnel pour nous-mêmes. Puis les questions, ils reviennent souvent de se dire, ben, est-ce que je dis réviseur, réviseuse, autrice, auteur, tu sais, qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct, puis est-ce qu'il y a quelque chose de correct dans le fond? Fait que, dans ton parcours, j'ai vu que tu enseignes l'écriture inclusive. Puis, est-ce que tu pourrais juste, pour tous les auditeurs, pour qu'on parte sur le même pied d'égalité, genre définir comment tu entends l'écriture inclusive? Oui. Dans le fond, c'est intéressant ce que tu dis par rapport à s'autodéterminer, dans le fond, de dire comment on veut se présenter dans le monde. Parce que c'est ça, l'écriture inclusive, c'est une question de pouvoir s'autodéterminer. Donc, l'écriture inclusive, c'est une réflexion qui a beaucoup évolué à travers les années. C'est pas une chose qui est nouvelle. Souvent, je dis que l'écriture inclusive, c'est une formule parapluie, un peu comme queer ou même féministe peut être une formule parapluie, mais dans le fond, ça consiste à la féminisation des termes. On réfléchit beaucoup à la féminisation des métiers, surtout dans des domaines qui étaient historiquement dominés par les hommes. Sinon, c'est aussi une réflexion sur démasculiniser la langue. Donc, ça n'a pas toujours été une langue avec où le genre masculin était dominant. Le français, c'est quand même récent. C'est depuis le 17e siècle, depuis la création de l'Académie française, qu'on a fait ces choix-là. Et dans le fond, l'écriture inclusive aussi, c'est une façon de créer des mots pour parler de nouvelles réalités, donc notamment pour les personnes queer, les personnes trans, les personnes non-binaires. Le français moderne étant genré beaucoup, il faut trouver des termes qui sortent de la binarité des genres, donc il faut en créer. Fait que l'écriture inclusive inclut cette réflexion-là aussi. OK, cool. Parce que justement, tu sais, je pense que c'est, surtout au Québec, on comprend à quel point la langue est identitaire, tu sais, c'est quelque chose qui nous définit vraiment
dans notre contexte socio-économique, mais aussi, tu sais, individuel. Puis, le fait qu'il y ait tellement de règles strictes autour, genre, de la masculinisation, justement, le masculin l'emporte, ou des règles grammaticales qui vont faire que il y a quand même un patriarcat sous-jacent, genre, dans la langue, ça fait qu'on peut pas vraiment exprimer notre identité via cette langue-là si elle ne change pas. Tu sais, c'est un petit peu... Je suis très d'accord avec ça. Ben oui, puis il faut accepter que la langue est vivante, il faut accepter qu'elle change. C'est pour ça que je comprends pas les puristes, parce que c'est la richesse d'une langue de pouvoir évoluer. C'est pas... Sinon, les gens qui se reconnaissent pas dans la langue, qui ne peuvent pas l'utiliser pour parler d'eux-mêmes, vont opter pour une autre langue. L'anglais, par exemple, qui est un peu moins genré, ou une langue qui va offrir des pronoms neutres ou des alternatives neutres. Bon, avant qu'on rentre dans la question du prescriptivisme, parce que je trouve que c'est quand même important, est-ce que on dit entrepreneur ou entrepreneuse? C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, mon opinion, c'est que chacune peut se nommer comme ils veulent. Puis c'est certain qu'on a été habitué à trouver plus belle la formule qui se rapproche le plus du masculin. Fait que, entrepreneur, c'est sûr que ça sonne mieux à notre oreille, même si c'est plus près. C'est une formule que en anglais aussi les gens vont utiliser. Donc c'est sûr plus que versatile. Mais entrepreneuse a l'intérêt de rendre le féminin très, très, très sonore. Donc, on l'entend. Donc, ça dépend. Si tu veux te démarquer, par exemple, dans une compagnie ou dans un champ où il y a principalement des hommes, c'est sûr qu'utiliser entrepreneuse, ça marque, c'est très frappant. C'est assumer son féminin. Yes. Ou du moins, tu sais, une posture, une différence, dans le fond. Fait que, ouais. Fait que, tu sais, pour toi, comme l'idée que ça sonne mieux à quelqu'un qu'à un autre, c'est pas quelque chose que tu trouves important. Tu sais, comme chacun, tu sais, tant que c'est accepté grammaticalement, c'est correct si on utilise l'un ou l'autre, puis c'est vraiment une histoire de préférence. C'est une histoire de préférence, mais c'est aussi une histoire de patriarcat, comme tu le disais. Donc, faut comprendre que ça aussi, que d'aimer plus la formule qui ressemble le plus au masculin, c'est un impact de cette masculinisation de la langue. Fait que c'est aussi un choix politique, dans le fond. Ouais. Puis là, bon, on dit entrepreneur, mais il y a plein d'autres mots qui se terminent en heure qui se termine en euse, parce que bon, on avait fait une petite recherche, on avait écrit un article sur Mtamarc justement sur le sujet, puis ma collaboratrice Evelyne Thibault-Langto avait justement ressorti le fait que grammaticalement, le féminin des mots en heure se termine en euse, mais que le e en ajout a été accepté pour justement, prendre en compte En fait, ce que je me rappelle aussi, c'est que ils avaient été acceptés pour les mots qui n'avaient pas de féminin. Tu sais, comme par exemple docteur. Ouais. Tu sais que le mot doctoresse existait jadis, mais qui a été élidé genre des dictionnaires, justement, comme tu dis, au 17e siècle, quand on disait, c'est des mots, c'est des traditions nobles qui sont traditionnellement masculines, et donc, genre, on va éliminer les mots qui sont un peu maladroits, comme doctoresse, poétesse, philosophesse, qui étaient des mots qui existaient jadis. Fait que, je pense que l'ajout du « e » est un petit peu un rappel aussi de cette élision qu'on avait fait du féminin naturel, dans le fond, que la langue permet. Ouais, puis c'est comme un moindre mal. Ouais. Puis c'est drôle parce que c'est pas partout dans la francophonie qu'on va privilégier ce E à la fin. Par exemple, il y a eu la discussion notamment autour du terme autrice, parce que justement, c'est un terme qui est chargé, parce que autrice, ça veut dire quoi? Auteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire créateur. Donc,
le fait de féminiser un terme comme celui d'autrice, c'est de donner un pouvoir à, à, à une femme ou une personne qui utilise le féminin de créer. Donc, il y a entre autres Aurore Evin qui a sorti un essai chez les éditions X en France sur l'histoire justement du mot autrice pour en filigrane faire une histoire de la féminisation. Fait que c'est ça. Je pense que justement, le Québec, on est chef de file dans la féminisation parce que, par exemple, l'Office québécois de la langue française va recommander la féminisation depuis 1979. Ben, mais on va favoriser des formules, justement, plus inaudibles, plus discrètes. Fait que, c'est ça. Ça montre comment justement, c'est pas notamment le fait que ça soit plus grammatical, mais le fait que ça soit moins dérangeant. Moins choquant, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose de dérangeant. Puis comme je lisais beaucoup de commentaires de gens qui disaient « Ah non, moi j'ai choisi mon camp puis je changerai pas. J'utilise entrepreneur E avec un E. » Puis, tu sais, parce que je pense qu'on a... Je sais qu'on passe beaucoup de temps là, à parler de la sonorité, mais je pense que c'est important parce que c'est quoi, dans le fond, les mots qui nous viennent, qui finissent en « euse », qui nous choquent tant? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Tu sais, ça a été comme plutôt péjoratif à chaque fois qu'on a féminisé des termes. Puis là, tu sais, bon, il y a juste des mots comme « chialeuse » qui me vient en tête. Ou, tu sais, des choses comme ça qui sont... Heureuse, ouais. Qui sont un peu plus négatives, là. Mais... là, je voulais qu'on parle peut-être un peu de l'utilisation du web aussi, parce que je trouve que, veut pas, bon, on est déjà au Québec où il y a un gros mélange dans les langues, puis il y a comme quand même une évolution au niveau des termes qu'on utilise, même si il y a beaucoup de purisme qui veut genre revenir à des prescriptions justement en termes de langue. Mais avec le web, j'ai l'impression que on peut pas arrêter cette évolution-là de la langue alors que les gens adoptent justement des identités encore plus claires. Puis là, j'en reviens à mon point du début où je disais, ben les gens sont comme un peu obligés de se définir puis de se positionner par rapport à qui ils sont, comment ils veulent se représenter sur le web, puis ça ouvre des discussions autour de la langue. Puis je pense que quand on parle de... Je sais pas si toi, dans ton expérience de tout ce qui a été écriture inclusive, comment est-ce que le web a contribué à ouvrir ces champs-là, puis ces portes-là, puis cette possibilité aux gens de modifier la langue? Je sais pas si tu comprends un peu ma question. Oui, je comprends. C'est certain que, ben, c'est peut-être cliché de le dire, mais le web ouvre à l'international, fait que de manière libre, de manière gratuite, de manière rapide. Fait que c'est certain que il y a une influence qui se partage, on peut voir apparaître des possibilités ailleurs qui nous plaisent qu'on peut essayer. Sinon, il y a aussi une temporalité plus rapide. Donc, comme c'est... Puis ça, je pense que c'est un point majeur pour réfléchir à l'écriture inclusive, c'est que c'est un savoir qui vient de la base. Donc, c'est un savoir qui vient des communautés militantes, des personnes militantes, des féministes, des personnes queer, plutôt que des femmes, plutôt que des linguistes et des instances de régularisation de la langue. Fait que, c'est pour ça que souvent, les gens me demandent « Ah, mais c'est quoi la bonne façon de faire? Ah, c'est quoi le bon terme? » Ben, il n'y en a pas, en fait. Il y a des façons cohérentes de le faire, il y a des façons... c'est certain que quand il y a un livre qui est écrit avec des techniques dedans, ça donne une certaine
une certaine importance, une certaine crédibilité, dans le fond, à une façon d'écrire, juste de témoigner l'existence d'une pratique. Sinon, il y a peu de linguistes, à ma connaissance, qui se penchent sur la question, puisque c'est trop en mouvement, c'est trop nouveau, c'est trop... ça déforme, ben pas ça déforme, mais ça chamboule la langue, en fait. Fait que c'est pour ça que le web, justement, permet de donner la parole à tout le monde, dans le fond, de la partager, de s'auto-influencer, mais aussi d'expérimenter, j'ai l'impression aussi, peut-être. D'expérimenter des façons de se présenter puis de se rendre visible, peut-être. Ouais, puis ça permet une certaine radicalité aussi, puisque il y a des techniques, mettons, qu'on ne verra pas dans un livre. Par exemple, les majuscules ou les astérix en fin de mot ou des je sais pas, des termes plus je sais pas, tu sais, révolutionnaire un peu, puis qu'on verra pas nécessairement dans un journal ou dans un livre écrit, mais qu'on peut voir sur le web, puis qu'on puisse comprendre. Puis oui, c'est ça, la dose d'exploration est assez... l'apport d'exploration est plus facile, puis on regarde les choses en temps réel aussi. Et puis ça a une influence sur l'utilisation. Puis... le langage, ce qui va passer dans le langage, parce qu'il y a beaucoup d'expérimentation, puis il y a beaucoup de choses qui passent aussi, là. Puis ça fait... Quand tu dis qu'il passe, est-ce que ça veut dire qu'il passe dans le langage courant, dans l'usage ou dans l'autorité linguistique? Dans le fond, c'est plutôt le contraire. Quand je dis ça passe, c'est que ça disparaît. OK. Mais dans le fond, ça fait 5 ans que je donne des formations en écriture inclusive, puis que je lis un peu tout ce qui se publie. Puis il y a des tendances, en fait, qui s'observent, puis je pense que chaque fois que je donne une formation, je la refais, je l'actualise par rapport à ce qui s'écrit. C'est vraiment une réflexion en temps réel. C'est ça qui est difficile c'est pour ça que c'est difficile de l'asseoir dans un livre, c'est que ça va devenir caduque d'ici 2-3 ans. Comment tu fais pour enseigner dans ce cas-là? Parce que si tu enseignes dans un sens, tu prends une position d'autorité, non? Comment tu vois ça? Cette dichotomie-là, un peu, en te dire, j'enseigne ça, mais en même temps, il n'y a pas de règles. C'est de convaincre, en fait, que que je suis pas nécessairement spécialiste, mais je suis observatrice là-dedans. J'observe ce qui se publie, j'observe ce qui se dit. Puis en tant que libraire, je suis libraire féministe, donc j'ai accès aux nouveautés, dans le fond, assez facilement. Je suis aussi dans l'université, donc j'ai accès à des revues universitaires, puis tout ça, mais c'est de faire comprendre aux gens, puis c'est désappointant, en fait, qu'il n'y a pas de règles, mais il y a des tendances, puis moi, ma job, c'est, quand je donne ces formations-là, c'est de montrer les différentes techniques, puis qu'est-ce qu'elles amènent avec elles de politique. Si, par exemple, la féminisation des métiers ou une féminisation qui est très sonore, qui insiste sur le féminin, c'est une technique qu'on peut utiliser dans certains contextes, mais ça a des impacts. Par exemple, si on utilise une féminisation inclusive, qu'on genre tout au féminin, peu importe le genre de la personne, ça peut invisibiliser certaines personnes, mais ça peut rendre très visible et très recentrer, dans le fond, certaines identités. Fait que c'est des questions politiques. Fait que c'est pour ça que c'est aussi intéressant, mais c'est certain que les gens s'attendent souvent à une formule toute faite, une recette magique. Fait que, ouais. Est-ce que tu penses que... Parce que j'ai l'impression que souvent, bon, les gens vont aller vers la règle, entre guillemets, pour m'en reparler, dire comme le masculin l'emporte,
c'est la règle, on se pose plus de questions. Que, tu sais, on disait tantôt, ça chamboule un peu de changer ces modes d'usage-là. Est-ce que tu penses que tu es obligé de exclure quelqu'un quand tu inclus quelqu'un? Tu sais, quand, mettons, tu fais un choix, ça va inévitablement exclure. Est-ce qu'il peut y avoir de l'écriture qui est comme inclusive à 100%? Wow, c'est une bonne question. Je crois pas. Je crois pas que tu es obligé d'exclure quelqu'un quand tu inclus quelqu'un. Toutefois, c'est des arguments qui reviennent souvent. Dans le sens, je pense à l'écriture épicène. L'écriture épicène qui vient rétablir l'équilibre dans la représentation des genres en utilisant des formules non genrées. Donc, des termes qui seraient qui, auxquels on n'apposerait pas un genre binaire, dans le fond. Puis, il y a certaines personnes qui vont arguer que l'écriture épicène viendrait effacer le travail que la féminisation a fait. Donc, de mettre sur le même point d'égalité les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, les personnes peu importe leur genre, viendrait viendrait justement défavoriser les femmes parce que la féminisation fait plutôt un travail de discrimination positive dans le fond. Toutefois, je pense qu'il y a des manières d'être consciente de ces choses-là, d'être conscient, puis de soit en note de bas de page en disant pourquoi on utilise ce genre de rédaction-là, on peut vraiment nommer qu'est-ce qu'on veut faire, qui on veut représenter. Mais c'est certain qu'on parle toujours d'une posture située, tu sais, en tant que personne queer, blanche. Je peux pas parler pour le monde entier. Puis il faut pas avoir l'ambition de parler pour le monde entier, mais être consciente des limites qu'on a quand on utilise une technique ou quand on fait des recherches. Fait que c'est comme un idéal qui est comme impossible à rencontrer, en fait, de vouloir avoir quelque chose qui est complètement inclusif de toutes les situations. Fait qu'on devrait être plus réaliste puis de vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire concrètement. Fait que dans la mesure du possible, de notre connaissance puis de notre bonne foi, dans le fond. Puis toi, bon, juste pour te poser la question, quand j'imagine que tu écris des travaux universitaires, quand tu écris, est-ce que tu prends une position particulière? Tu sais, comme qu'est-ce que toi tu choisis dans ton type d'écriture quand tu dois communiquer quelque chose à un public qui est pas nécessairement artistique ou dans ta communauté ou tu sais, mettons à l'académie, tu sais, dans un contexte académique, genre. Ouais. Ça serait quoi ton choix? Ça a beaucoup évolué dans les dernières années, mais je vous dirais que souvent, moi, j'utilise toujours l'épicène avec donc un langage le moins genré possible avec des extensions, fait que des graphies tronquées. Donc, puis j'utilise le point médian pour le point médian qui est un point qui se met au milieu du mot pour ajouter une terminaison féminine au terme masculin. Donc, c'est pas mal la technique que je vais utiliser, surtout quand je connais pas que j'ai pas accès à l'information sur le genre de tous les sujets dont je veux parler ou que je sais que la personne est non-binaire ou mais vraiment mon optique quand je commence à écrire c'est d'essayer le moins possible de genrer mes sujets. Souvent c'est des formules, c'est de repenser comment on veut dire quelque chose. Est-ce qu'on est vraiment obligé de genrer le sujet dans cette phrase-là?
est-ce qu'il y a une autre façon dont on peut le dire? Puis, moi, je pense souvent à l'écriture inclusive comme une boîte à outils un peu. Je pense que c'est Suzanne Zacour qui qui le présente comme ça. Puis, je trouve que c'est très effectif. Vraiment, on peut pas avoir une technique d'écriture. Il faut vraiment s'adapter au contexte, au public. Donc, je vais pas écrire un livre jeunesse comme j'écris un article universitaire, mais je peux avoir une écriture inclusive dans les deux. Ce qui est important pour moi, c'est que jamais je vais faire de compromis sur comment je vais écrire les choses. J'essaie de trouver la manière la plus inclusive pour le contexte, pour le public, toujours. Fait que je puise dans cette boîte à outils-là, justement, pour voir quel outil serait le plus approprié. Mais l'épicène, c'est pas mal... c'est ton go-to. C'est la base. Ouais, c'est ça. Puis juste pour refaire un petit point, quand tu disais le point médian, c'est, mettons, on écrit tous.tes pour féminiser. OK, juste pour les gens qui savent peut-être pas c'est quoi. Je l'ai vu sur une pancarte, je pense que c'était la CSN, je suis pas sûre. Ouais. C'est la première fois que je voyais ce mode de féminisation utilisé sur une pancarte pour le grand public. Je trouvais ça... Ouais. Je l'ai vu sur des couvertures de livres. Non, ça s'en vient. D'après moi, il va arriver sur notre clavier assez rapidement. Parce que là, c'est souvent l'argument que les gens donnent, c'est c'est difficile à trouver, c'est difficile à intégrer dans notre flot d'écriture, mais ça s'en vient, je pense qu'on... Puis, je trouve ça aussi, bon, j'ai beaucoup de réviseurs, réviseuses dans mon cercle, puis je trouve que c'est difficile des fois pour elles de se positionner par rapport à ça, parce que justement, leur public, tu sais, comme, encore là, t'as la règle, t'as la prescription de l'EQLF ou de l'académie, puis t'as le projet pour lequel, tu sais, comme, mettons, quelqu'un doit rédiger une offre d'emploi, puis de dire, est-ce qu'on utilise la parenthèse? Est-ce qu'on utilise juste le masculin? Est-ce qu'on utilise juste le féminin? Est-ce qu'on utilise justement le point médian? Puis, ça serait... Je sais pas, je me dis ça, mais ça serait cool que les réviseurs elles-mêmes se mettent dans leur offre d'emploi de dire, OK, ben je suis capable de rédiger inclusivement aussi si nécessaire. Tu sais, que ça fasse partie de leur offre de service à quelque part, d'ajouter ce petit extra. Je sais pas, je lance ça de même aux réviseurs qui écoutent. Mais il faut, c'est une belle plus-value, en fait. Parce que ça montre qu'on maîtrise tellement la langue qu'on est capable de l'adapter à un contexte. C'est bien, puis... Ouais, non, c'est en tout cas à réfléchir. C'est sûr. Dernière chose, peut-être, c'est de... On avait écrit un autre article. En fait, je vais mettre le livre de Suzanne Zacour dont tu réfères aussi dans les notes du podcast. On avait écrit un article sur la rédaction épicène sur le podcast aussi. Et puis, j'ai une collaboratrice, Roxane, qui a aussi écrit sur l'élitisme en français. Surtout quand on utilise... quand on corrige les gens sur le web puis des choses comme ça. Puis je voulais peut-être te poser la question, parce que je trouve aussi que des fois, bon, moi j'ai fait partie de certains groupes féministes, entre guillemets, ben, je dis entre guillemets parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup de types de féminisme là-dedans, là, mais puis je trouvais qu'il y avait encore de l'exclusion du côté des gens qui n'étaient pas capables de maîtriser certains outils de l'écriture inclusive ou de la représentation inclusive. Puis, ça fait que, bon, il y a beaucoup de gens qui vont être un peu... écoute, genre, je suis comme pas capable d'inclure tout le monde, fait que je vais juste inclure personne. Puis, genre, je vais en revenir à la graphie traditionnelle, mettons. Et tu sais, comme moi, quand que j'essaie de me positionner, tu sais, au début, j'utilisais entrepreneure, mais plus j'ai comme réfléchi, plus j'essaie d'utiliser entrepreneuse. Bon, c'est un mot que j'utilise souvent dans mes textes, mais... Puis de pas juger comment... Genre, j'ai l'impression qu'on vient souvent, tu sais, dans des conflits de représentation. Puis peut-être que, tu sais, comment ne pas devenir un peu l'élitisme du féminisme proper, genre, ou des choses comme ça, genre...
dans un certain sens. Je sais pas si... Mais je pense que tu en as parlé à travers l'entrevue, mais tu sais, comment rester quand même ouvert aux différentes façons de vivre ça, genre la langue qui change puis qui évolue? C'est super intéressant ce que tu dis parce que ça fait pas très longtemps que je me pose la question par rapport à l'élitisme et l'écriture inclusive. On m'a posé la question la première fois il y a un an, je pense presque, quand le rapport le mémoire du Conseil des Montréalaises est sorti à Radio-Canada. On se demandait est-ce que l'écriture inclusive vient complexifier la langue pour les personnes qui ont déjà de la difficulté à la lire? Mm-hmm. Je pense que c'est une très bonne question à se poser. C'est certain que c'est une expertise. Mm-hmm. Et ça serait faux de dire le contraire. Toutefois, il y a surtout, c'est obligé d'être une expertise parce que ça ne fait pas partie des règles de base, dans le fond, de féminiser, ou on n'a pas une option neutre qui viendrait dès le départ, dès l'apprentissage de la langue, proposer cette option de langage. Toutefois, c'est pour ça que, à mon sens, l'épicène est aussi intéressante, puis n'a jamais été contestée. Par exemple, l'écriture épicène, depuis les années 80, c'était la stratégie que les institutions, l'OQLF proposait, l'Office québécois de la langue française, proposait pour déjouer, contourner justement l'utilisation du masculin comme neutre. Mm-hmm. Donc, l'épicène ne demande pas de changer ou d'utiliser des mots que la plupart des gens, même les personnes avec une moins grande connaissance du français, connaissent. Mm-hmm. Donc, ça me semble une stratégie si, par exemple, on veut s'adresser à un public soit en francisation, soit plus large, disons. Oui, ou même, tu sais, dans les journaux, vu qu'on s'adresse à la population en général, il me semble que l'épicène est une stratégie d'écriture qui demande pas de changer. Toutefois, parce que même pour moi, qui m'y intéresse depuis des années, lire des textes très ambitieux sur la langue, c'est difficile. Puis ça me demande un effort de compréhension. C'est comme lire une autre langue. Mais c'est pas la plupart des textes qui utilisent l'écriture inclusive qui sont difficiles à lire parce que, justement, il y a différents niveaux. Mais c'est une très bonne chose à garder en tête que la lisibilité, la compréhension, ça devrait être la base de notre décision. C'est sûr que si tu t'adresses à une communauté très restreinte qui très alternative, tu peux y aller de manière... Tu peux y aller, tu peux être créative, mais il faut garder la lisibilité en tête. Puis, à mon sens, l'écriture inclusive n'est pas un danger pour la compréhension quand c'est bien utilisé, quand c'est cohérent et quand c'est simple. C'est ça. Mais c'est sûr que ça demande un apprentissage. Donc, des explications, des fois, si vous jugez que vous faites quelque chose qui est un peu audacieux, ben, une note de bas de page, des références pour que les gens puissent apprendre aussi. Ça va demander un apprentissage. C'est pour ça que je fais justement des formations en milieu de travail, aux étudiantes, puis tout ça. Fait que, parce que c'est quelque chose de nouveau, c'est un effort volontaire qu'on doit, doit faire. Mais je pense que c'est accessible quand même. Du moins, j'essaie de le rendre accessible quand je donne la formation. Ouais. Cool. Bon, ben sur ça, comment est-ce qu'on peut justement assister à tes formations, travailler avec toi, te lire, t'entendre?
Je suis quelqu'un qui est très hyperactive. Donc, mon principal travail, c'est à la librairie Le Guillon, où je suis libraire gestionnaire. Donc, c'est là que vous pouvez me trouver, vous pouvez me parler, vous demander la fille aux cheveux verts, parce que là, vous voyez pas que j'ai les cheveux verts. Mais, et tout le monde va, tu sais, on va pouvoir vous référer à moi, vous donner mon adresse. Je donne vraiment des formations sur demande. J'adapte le contenu à vos besoins. Donc, ça, c'est mon sideline, comme on dit. C'est mon travail autonome, ma passion, puis tout ça. Cool. Sinon, vous pouvez m'ajouter sur Facebook, Sandrine Bourgelat-Pointe. Ça me fait plaisir aussi. Sinon, c'est ça. Tu travailles-tu? Je sais que tu fais de la BD quand même. T'es-tu en train de travailler sur quelque chose? Ouais, OK. Je travaillais sur la BD. Toutefois, mais c'est plus au rang d'intérêt et de passion maintenant, puisque j'ai décidé de me réorienter et aller faire un cours pour devenir réviseur. Ah ouais! Réviseur ou réviseur? Réviseur, mais c'est okay. ça. Cool! Ah, ben intéressant. Ben tu mettras ça dans ton offre de service que tu fais de l'écriture inclusive. Oui, c'est ça. La révision inclusive. Révision inclusive, oui. Cool! Bon, ben merci beaucoup, Sandrine, pour ton temps. Puis, je vais mettre tous les liens dont on a discuté comme j'ai spécifié à la fin de cet épisode de podcast. Super! Passe une belle journée. Oui, toi aussi. Bye. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamar.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profites-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!